Bonsoir, je suis heureux de vous accueillir sur cette émission spécialement consacrée à tous ces phénomènes aérospatiaux non identifiés qu'on appelle communément les ovnis. Peut-être que vous-même d'ailleurs en avez déjà vu dans le ciel. Et j'imagine certains déjà sourire à l'évocation du mot ovni. Et bien après les témoignages que vous allez entendre ce soir, après les reportages, après les témoignages des scientifiques et également des spécialistes du sujet, peut-être vous ferez-vous une toute nouvelle opinion sur ce sujet. Bienvenue à tous sur Direct 8 pour cette grande soirée spéciale consacrée aux ovnis. Alors devant des milliers de témoignages recensés depuis plusieurs années, eh bien effectivement le sujet ovni, il fallait qu'on s'y intéresse. C'est ce qu'on va faire de façon sérieuse au cours de cette émission. Avant de vous présenter les invités de ce soir, voici résumé en quelques images ce que vous allez voir au cours de cette soirée. Il serait des milliers dans le monde à avoir aperçu des ovnis dans le ciel. Vous entendrez les témoignages saisissants de pilotes et de militaires qui ont été confrontés à un tel phénomène. Certains ont accepté de témoigner pour la première fois sur notre plateau. L'étude scientifique des ovnis a-t-elle pu nous faire découvrir de nouvelles technologies? Des scientifiques de haut niveau nous feront part de leurs opinions. Comment se comportent les autorités face à la question ovni? En France, une lettre ouverte écrite par des spécialistes a été envoyée au gouvernement en avril 2008. Nous en parlerons. Depuis plus de 40 ans, les États-Unis refusent de s'exprimer sur le sujet ovni. Ont-ils réellement cessé leurs études sur le sujet, comme ils le déclarent officiellement? En Europe, des spécialistes se réunissent afin d'élaborer des protocoles pour étudier au mieux les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils nous expliqueront lesquels. Certains n'hésitent pas à tourner le sujet ovni au ridicule. Nous reviendrons sur l'affaire des lumières de Phoenix aux États-Unis et nous essaierons de comprendre pourquoi. Dans l'hypothèse d'un éventuel contact avec des extraterrestres, comment réagirions-nous? Des spécialistes de la question nous livreront leur analyse en fin d'émission. Alors les langues commenceraient-elles à se délier sur le sujet? Pour en parler avec nous ce soir, le scientifique Jean-Pierre Petit. Bonsoir, vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien, auteur de plusieurs ouvrages, dont OVNI et armes secrètes américaines aux éditions Albin Michel. Et puis vous sortez votre dernier bébé, OVNI, le message, édité par vous-même très récemment. Quel message? On en parlera au cours de cette émission. Également avec nous, Jacques Crine. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve, dans votre carrière beaucoup d'activités, pilote de chasse dans l'armée de l'air, ancien leader solo de la patrouille de France, commandant de bord et instructeur sur Airbus, et vous cumulez plus de 18 500 heures de vol, et vous avez un témoignage très intéressant à nous livrer, on en parlera dans quelques instants. Daniel Michaud, bonsoir. Vous êtes pilote d'essai d'hélicoptère, chef de brigade vol à vue et vol aux instruments, et vous aussi. Vous avez été témoin d'un phénomène ovni qui restera gravé à jamais dans votre mémoire. C'était dans les années 70, début des années 70. Vous nous direz tout dans quelques instants. Gilles Pinon, bonsoir. Dois-je vous appeler contre-amiral? Ça ira? Non. Contre-amiral de réserve, en tout cas, c'est votre titre dans la marine. Spécialiste des ovnis, vous avez écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Il y a un an, vous avez envoyé une lettre ouverte au président de la République, Nicolas Sarkozy, sur le sujet. On en reparlera. Et enfin, avec nous, Patrice Desmazeries. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisateur et vous avez enquêté durant environ un an sur le sujet OVNI et vous avez réalisé le documentaire OVNI Quand l'armée enquête, produit par TV Presse et diffusé sur Canal+ il y a un an. Et vous avez d'ailleurs filmé un phénomène justement aérospatial non identifié à Esdalen. On en reparlera au cours de cette émission. Alors avant d'écouter tout de suite les témoignages de deux grands personnages, Jacques Crine et Daniel Michaud tout de suite, je vous propose de découvrir, pour se plonger dans le sujet, ces quelques images. Dater le début des apparitions d'OVNI est un exercice périlleux. Mais les premiers cas qui ont été étudiés remonteraient au début du XXe siècle. Dans la nuit du 25 au 26 février 1942, des objets lumineux sont apparus dans le ciel de Los Angeles. Pour la première fois, un ovni est visible par des milliers de personnes.
Le 8 juillet 1947, c'est l'affaire Roswell. Au Nouveau-Mexique, un fermier découvre dans son champ des débris qui semblent être tombés du ciel. D'après les premières conclusions de l'armée américaine, il s'agit d'une soucoupe volante. Et finalement, changement de version, elle certifiera ensuite qu'il s'agissait d'un ballon-sonde. Les témoignages d'OVNI ne cessent de se multiplier. Selon l'ONU, 150 millions de témoignages ont été recensés dans le monde depuis 1947. À un moment donné, j'ai levé les yeux, mais vraiment pile au-dessus de ma tête, et à ce moment-là, j'ai vu en fait une forme, un triangle qui paraissait métallique, qui a glissé en fait dans les airs en fait au-dessus de moi. Certains restent perplexes. Je dois dire que j'y crois pas véritablement. Ça me paraît trop invraisemblable, quoi. Je pense que c'est beaucoup de gens qui se font des films et qui aiment bien croire aux extraterrestres. Selon le GIPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés qui dépend du gouvernement français, 28% des témoignages d'OVNI ne trouvent pas d'explication rationnelle. Aujourd'hui, les ovnis et les extraterrestres sont devenus des thèmes très en vogue. Au cinéma ou à la télévision, l'imagination est débordante. Bien loin de ces fictions, de plus en plus de personnes se sentent réellement concernées, comme en France où les interrogations fusent. Qu'on nous dise la vérité, qu'on ne nous coche rien sur les ovnis. Est-ce que c'est une luminescence? Est-ce que c'est un métal? Est-ce que c'est une matière inconnue jusqu'à présent? Est-ce qu'on a fait des découvertes grâce à ça? Est-ce que ça a permis de faire avancer la science? Est-ce que ça a permis de faire avancer la science? On en parlera au cours de cette émission, mais tout de suite, donc, comme je vous l'ai dit, des témoignages. On commence avec vous, Jacques Rine. Alors, le 23 septembre 1975, vous faites une mission d'entraînement dans la région de Cambrai, Plastron, Mimosa. Alors, racontez-nous tout. Eh bien, on avait touché les Mirage 3, qui étaient équipés de radars très performants, qui nous permettaient de faire des rassemblements de nuit. Donc d'intercepter un avion de nuit, ce qui était des gros progrès par rapport à ce qui se faisait avant. Une mission? C'est une mission d'entraînement, routine, donc pour l'acquisition du matériel. Et puis c'est une manœuvre assez délicate, des rassemblements de nuit. Nous étions deux Mirages. Donc on décolle, le secteur était Nord-Cambrai, la frontière belge du côté de Lille, et puis un petit coup vers Reims. Et j'étais plastron sur la première mission, et mon coéquipier était éloigné par le radar du sol, jusqu'à peu près 80 km, dirigé vers moi. Là, il prenait l'acquisition de target, c'est-à-dire moi-même sur son radar de bord, et continuait donc l'interception à son compte, et arriver jusqu'au visuel, ce qu'on appelait l'interrogation, pour voir, pour arriver jusqu'à proximité de l'avion. Et c'est une espèce de course-poursuite, en gros, pour caricaturer un peu le... Oui, c'est un virage relatif. Bon, il faut savoir qu'on faisait la police du ciel, que le ciel français ne peut pas être traversé par n'importe qui sans autorisation, et que c'était un entraînement. Il donnait une possibilité qu'un avion traverse justement le ciel français sans autorisation de nuit, puisque c'est quand même les interceptions de nuit les plus délicates. Donc on s'entraînait tout type, tout temps, comme on disait. Et là, je vois, traversant un peu mon champ de vision, je vois, ce que j'ai pris d'abord pour un avion en ligne, un cigare, on va dire, forme un peu d'un ballon de rugby, vous voyez, un truc ovoïde avec pointé au debout, avec des hublots, et une immense, je me rappelle bien, c'était une immense lumière intérieure. Bon, sur le premier coup, j'ai dit ça doit être un avion en ligne qui est à quelques nautiques. Je commence à appeler le contrôleur au sol. Je commence à l'engueuler en disant si vous nous faites faire la manœuvre, on est traversé par un avion en ligne, on va avoir un Airbus, on va se engueuler, etc. C'est ce travail, quoi. Hein. Le mec, il me dit moi, j'ai rien sur mon scope. J'ai dit écoutez, voilà ce que je vois. Et il dit non, moi j'ai rien sur mon scope. Et le gars, il commence à me donner les vérifications, bon, oxygène, précieux. C'est-à-dire de dire que bon, attendez, il y a peut-être des phénomènes, on était à 45 000 pieds. Salle de sécurité, et là j'appelle mon collègue qui arrive, il me dit est-ce que tu vois ce que je vois? Il me dit tout à fait, je vois que c'est ce truc-là, qu'est-ce que ça fait là, quoi. Hein. Donc je insiste auprès du contrôleur, et il me dit moi je vois rien. Ben, moi je dis on voit quelque chose, et mon gars commence à arriver, bon c'est notre travail, c'était la police du ciel, c'était aller voir ce que c'était. Donc l'autre Mirage, celui qui était... L'autre Mirage, oui, on arrive à voir ensemble, la post-combustion, et on fonce là-dessus. Et ce qui m'a frappé, c'est la lumière intérieure. Bon, c'est comme, je veux dire, vous voyez un avion de nuit, vous voyez les lumières à l'intérieur, mais ça, c'était une lumière qui était une blancheur éclatante, je veux dire, extraordinaire. Quoi. Une lumière blanche. Un spot, comme un spot qu'on... Ouais, mais vraiment ce qu'il y a de plus éclatant de blancheur comme lumière. Et en plus, le drôle, c'est que ça n'éblouissait pas. Par contre, je sentais l'intérieur, le vide, enfin l'intérieur de cet objet à travers ces blocs un peu triangulaires et cette lumière qui était
d'une blancheur incroyable. J'avais vu ça. Bon, on fonce, donc on va à sa poursuite. Et alors, je sais pas, on est arrivé quand même relativement près, je pense, et ça a disparu dans une microseconde. Je veux dire, c'est un peu comme, je dirais, les Dupont là, dans Tintin, où ils sont doublés par un truc, il a l'impression pourquoi on est arrêté, quoi. Nous, on est arrêté, planté sur place. Et ce bazar-là est passé d'une accélération 0 à... Et là, vraiment, pouf. Et vous pouvez l'évaluer ou c'est même impossible? C'est au moins la vitesse de la lumière, parce que de toute façon, ça a disparu instantanément. Je veux dire, le temps d'avoir la perception rétinienne. C'est quoi? C'est la peur? C'est l'étonnement? C'est l'étonnement. C'est l'étonnement. Je veux dire qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Qu'est-ce que c'est? Alors, je rappelle le contrôle au sol et il me dit, moi j'ai rien, j'ai toujours rien. J'ai écouté, voilà ce qu'on a vu. Bon, puis rien. On dit, bon, écoute, on va reprendre notre entraînement. Ça coûte cher, les heures de mirage, donc on reprend l'entraînement. Là, c'est moi qui étais chasseur, je passais chasseur sur mon collègue qui était target. D'autres configurations, et pareil, j'arrivais à 15 nautiques à peu près, mettons 25 km du plastron, et tac, ce bazar-là réapparaît. Entre nous deux, t'as l'air de dire, je vous observe, je suis avec vous les copains. Vous voyez, entre vous deux, donc vous poursuivez votre ami, votre collègue, et entre vous deux, l'objet arrive. Absolument, exactement dans une position d'observation. Un peu comme nous, ça nous est arrivé aussi de faire dans un combat de patrouille, de se mettre au-dessus, comme on dit, sur la perche, et puis de voir à gauche, à droite comment l'affaire se passait. Le sentiment qu'on avait, c'était pas menaçant, mais enfin, ça nous gênait quand même un peu. Alors je rappelle le contrôle, qui me dit, écoutez les gars, non, moi j'ai rien, j'ai pas de signature radar, je vous vois bien vous tous les deux, c'est bien votre manœuvre, etc. Bon, tu vois, visuel, post-combustion, boum, on repart encore plus rapidement, les avions un peu plus allégés, et le même phénomène se reproduit. Dès qu'on arrive à une distance assez proche, que peut-être l'objet s'entend menaçant, ça repart, mais je veux dire, salut les copains, et je veux dire, le temps de percevoir d'une manière rétinienne un éclair, quoi. Bon, et le phénomène s'est représenté une troisième fois. Ah, encore? Oui, donc on a vu, si vous voulez, le phénomène se reproduire 3 fois. On prenait à peu près 10 minutes entre chaque représentation. Et la poursuite, ça ne servait à rien. Je veux dire, dès qu'on arrivait, si vous voulez... Et 3 fois en combien de temps Bon, 40 minutes, c'était à peu près l'émission qu'on faisait. Donc là, la première fois, vous ne savez pas trop ce que c'est. La deuxième fois, vous êtes sûr de l'avoir vu. Oui, et la troisième, il y a encore le cerveau, il travaille encore un peu plus. On est encore plus rapide pour lui courir aux fesses, puisque là, bon... on prend pas le temps de notifier, on le voit réapparaître, on le voit les pédards, que je veux dire, on est de l'un à l'autre, alors qu'on est quand même, on a des vitesses légèrement transsoniques, on se balade quand même, quoi. Et vous certifiez que le comportement de cet objet volant non identifié était intelligent, c'était un comportement intelligent, on peut le définir comme ça? Si ça avait été un autre avion de chasse qui venait voir un peu, on peut dire que on a fait des missions, on va observer ce que font les autres. Bon, c'est des missions combinées, etc. Donc les gens s'entraînent, il peut y avoir un combat aérien, on peut se mettre à l'observation, ce qu'on appelle sur la plage, pour voir comment ça se passe et restituer après. Donc c'était une position comme ça. Le problème, c'est que d'abord, on n'était pas averti. Deuxièmement, ça apparaissait comme ça, mais au bon moment, au bon endroit, et ça disparaissait encore plus vite. Et ça ne correspondait évidemment à rien de ce qu'on connaît, d'évolution possible, de tout ce qu'on a pu créer de plus extraordinaire d'avions de chasse, que ce soit le Rafale ou n'importe quoi. C'était un peu votre boulot de savoir ce qui se passait dans le ciel et de reconnaître un peu tout ce qui pouvait y avoir. C'était la guerre froide, c'est la fin de la guerre froide. Vous retournez donc sur le sol, et là c'est quoi? Vous décidez vous faites la carpe, on n'en parle à personne, on réfléchit 2-3 fois, quelle a été votre réaction? On était perplexes, t'as bien vu ce que j'ai vu, on a vraiment eu la même restitution de trajectoire, de position, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, on s'est dit, quand on était jeunes, on a dit, bon, nous on aime bien voler, alors si on la ramène, ou on va chez le psy, ou on est au secret. Enfin, dans tous les cas, ça va être beaucoup d'ennuis, vu l'ambiance actuelle. Donc, si vous voulez, c'est une chose qu'on a gardée pour nous. Quand j'ai débriefé, quand on se posait, on débriefait le contrôleur a dit, bon, on voyait que c'était un type c'était pas son souci. Ce qu'il voulait, c'est 3 interceptions réussies. Donc on a garé ça pour nous. Vous avez quand même parlé un peu à vos amis au départ, ou c'était vraiment secret défense? Je veux dire, l'ambiance qui évolue maintenant, puisque les gens sont plus ouverts à ce genre de choses, c'est que, bon, moi, la première fois que je l'ai ramené, pratiquement, c'était d'ailleurs sur une émission qui commençait à dire, c'était 10 ou 12 ans après, et c'est vrai que la réaction de mes proches, c'était de dire, mon colonel, j'ai filmé la moquette, quoi. C'était exactement ça. Et il y a toujours un fond de réaction comme ça, ce qui prédisposait pas les gens à raconter leurs observations, alors que des fois, en fin de soirée, quand l'ambiance est bonne, si la conversation y est là-dessus, il y a toujours quelqu'un qui dit, mais moi, j'ai quelque chose qui m'intrigue, j'ai vu ceci, cela. On va écouter dans quelques instants votre témoignage tout aussi saisissant, Daniel Michaud. Avant ça, Patrice Desmazeries, donc vous avez fait un peu le tour du monde, OVNI quand l'armée enquête, vous avez rencontré beaucoup de militaires. Est-ce que vous avez recueilli beaucoup de témoignages comme celui de Jacques Rine, pas seulement en France, mais outre-Atlantique, en Amérique du Sud ou ailleurs?
Oui, des témoignages comme celui-là, on en trouve beaucoup, énormément, notamment en Amérique latine, où il y a aussi un groupe d'études qui s'est ouvert, soutenu par l'armée et qui travaille de manière officielle dessus. Donc c'est vrai que des témoignages de pilotes, il y en a énormément à travers le monde, quoi. Donc ça, c'est plus non plus tabou. Il y a des recherches qui sont faites aussi en Amérique du Sud. C'est assez récent. Quand vous êtes allé enquêter, ils ouvrent leurs archives. C'est facile ou il faut quand même pas exagérer? Pas à ce point-là. Je pense qu'en Amérique latine, il y a à peu près la même démarche que celle qui est établie en France actuellement. C'est-à-dire qu'en France, il y a le GEPAN, qui est le groupe d'études des phénomènes aériens non identifiés. Phénomène, pourquoi on parle de phénomène plutôt que d'OVNI? C'est parce qu'on n'est pas sûr que ça soit des objets, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont ou des rentrées dans l'atmosphère ou des phénomènes de type plasma qui sont des phénomènes physiques qui ne sont pas des objets solides. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait la différenciation entre phénomènes aériens non identifiés, on appelle communément, et les ovnis. Voilà. Ouais. Alors, dans quelques instants, je vous dis, on va écouter votre témoignage, Daniel Michaud. Juste avant, on va revenir sur une période, le 10 août 1998, en France. Voilà ce qu'il s'est passé. Écoutez. Ce soir-là, dans un grand nombre de sites, simultanément ou quasi simultanément, en tout cas dans une période de 20 minutes environ, des centaines et des centaines de personnes font des observations de choses qui leur paraissent tout à fait incompréhensibles et qui passent dans le ciel. Vers le Grand, ça se situe dans la lointaine banlieue sud de Paris. Ça représente l'itinéraire que suivait ce soir-là une dame qui rentrait de son travail à Bondoufle et qui rentrait chez elle à Itteville. Elle jette un coup d'œil tout en ralentissant, et voilà une représentation de ce qu'elle voit. Une sorte de cylindre noir ou très sombre, avec une extrémité en forme de tronc de cône, l'autre extrémité ayant probablement aussi cette forme de tronc de cône, mais elle n'en est pas certaine parce qu'elle n'arrivait pas à tourner suffisamment la tête pour observer l'objet comme il aurait fallu, tout en évitant les collisions avec les voitures qui venaient en face. Alors, un exemple parmi beaucoup d'autres. Ce soir-là, à la même heure, dans le sud de la Dordogne, dans un petit village qui s'appelle Vert de Biron, il y a deux témoins qui observent cette chose étrange qui a une certaine épaisseur, qui a une forme de triangle curviligne, avec des feux sur le côté. Sous cet objet, il y a ce que les témoins ont décrit comme un derrick inversé, tirant à son extrémité un tube lumineux, qui est malheureusement représenté en jaune ici, alors qu'en fait il était de couleur blanche. Le même soir, à la même heure, je l'ai déjà dit mais il faut le répéter, plusieurs dizaines d'observations aussi extraordinaires que ça, ou plus extraordinaires encore, ont eu lieu presque simultanément. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? C'est un problème extraordinaire. On ne peut quand même pas douter de l'objectivité des témoins, étant donné que des témoins, il y en a dans 14 départements le même soir. Eh bien, ça n'a donné lieu, à part ce que nous avons fait à la lumière dans la nuit, ça n'a donné lieu à aucune étude d'ensemble, à aucune synthèse de la question, et tout se passe comme s'il n'y avait rien eu. Les gens ignorent totalement aujourd'hui, alors que nous sommes seulement 8 ans après, les gens ignorent que dans la soirée du 10 août 98, il y a eu une accumulation d'observations de choses complètement non identifiées et non identifiables. Alors voilà, on a un peu ce témoignage d'un monsieur qui a l'air sérieux, qui a recueilli tous ces différents témoignages dans 14 départements de la France. On entend à la fin qu'aucune étude n'a été faite. Gilles Pinon, justement, je me tourne vers vous, contre-amiral. Vous avez envoyé, il y a maintenant un an quasiment, une lettre ouverte au président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui parle du sujet en mettant en garde sur certaines choses. Alors, ça arrive, on va dire,
presque 10 ans après le premier rapport Cometa, qui était un rapport non officiel, qui avait été donné au gouvernement et qui faisait un peu état des lieux en disant voilà, c'est un phénomène à prendre au sérieux, il faut développer des moyens, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez voulu dire il y a un an dans cette lettre que vous avez adressée au président de la République? Écoutez, avec quelques amis, nous avons fait le constat que le traitement réservé aux ovnis en France n'était pas à la hauteur de l'importance et de la gravité du sujet. Comme vous le rappeliez, une association, Cometa, à laquelle je n'appartiens pas, a, il y a 10 ans, remis un rapport au président de la République et au Premier ministre, soulignant l'urgence, ou en tout cas le grand intérêt de regarder de plus près cette affaire. Et nous avons réfléchi à la façon de débloquer cette situation. Alors, nous nous sommes rendus compte que finalement tout le monde se tenait par la barbichette, que le monde politique, que le pouvoir politique attendait que le monde politique s'en émeuve, que le monde politique attendait la caution de la communauté scientifique, que la communauté scientifique attendait une mission de la part du pouvoir politique. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est un serpent qui se mord la queue. Alors nous avons cherché le maillon faible et nous nous sommes dit que finalement, la meilleure façon peut-être de débloquer la situation, c'était de s'adresser au pouvoir politique. Et à ce moment-là seulement, la communauté scientifique, missionnée par le pouvoir politique, pourrait s'intéresser d'une façon sérieuse au sujet. Alors Dieu merci, il y a quelques scientifiques qui n'ont pas attendu la mission du pouvoir politique, mais il nous semble que le sujet est tellement important sur le plan stratégique, sur le plan scientifique, qu'il est nécessaire que, tôt ou tard, le pouvoir politique s'implique. D'où une lettre au président de la République, ouverte. Alors, lettre ouverte, on en reparlera dans quelques instants. Vous parlez d'un point de vue scientifique. Je me tourne sur le scientifique autour de cette table, Jean-Pierre Petit. Après, on a dit le rapport Cometa. Qu'est-ce qui a été fait concrètement d'un point de vue purement scientifique ces 30 dernières années? Je parle bien sûr en France. Moi, j'ai fait une série de publications scientifiques. Les 3 dernières, c'était au mois de septembre, c'est-à-dire dans un colloque international de magnéto-hydrodynamique que je suis allé, où on a présenté avec Geoffrey un travail. On a donc 3 articles. Ces articles il y en a un sur les aérodynes discoïdaux. Et je parle d'un point de vue plus général, d'un point de vue scientifique au niveau du gouvernement. On a parlé tout à l'heure du GIPAN, qui dépend du CNES. Il y a des témoignages qui sont recueillis. Il y a quand même quelques personnes qui y travaillent. Là, je peux vous répondre, parce que disons que je crois que c'est en 2005, j'ai eu Sillard au téléphone, et Sillard, c'est le créateur du GIPAN. Voilà, c'est ça. Et je l'ai trouvé tout à fait sincère, honnête, donc il a essayé de faire quelque chose, mais en fait, il y a des oppositions énormes à l'intérieur du CNES, énormes à l'intérieur du pouvoir politique, énormes à l'intérieur de l'armée. Par exemple, je crois que c'est vous, Pinon, qui m'avez parlé de ça. Comme État, il y a Letty et tous ces gens-là, ils ont essayé de faire quelque chose. Ils en ont pris plein le nez, quoi. Je veux dire que leur hiérarchie a désapprouvé leur initiative. D'ailleurs, vous parlez... Je suis désolé de ne pas les voir ici ce soir. Mais d'ailleurs, je les ai invités, mais ils n'ont pas accepté de venir, très clairement. L'idée, justement, c'est que quand on parle... Encore aujourd'hui, vous êtes un éminent scientifique, vous avez publié je ne sais pas combien de revues, notamment sur la magnéto-hydrodynamique. Bon bref, même vous êtes fait montrer du doigt, limite injurié quand vous parlez de ces phénomènes. Pourquoi? Mais c'est pas injurié, c'est crédit coupé pendant 30 ans. Et quand vous avez par exemple Bounias, qui est biologiste, qui avait fait les analyses sur l'atterrissage de Trans-en-Provence, il en a parlé. Suppression de laboratoire, suppression de moyens de travail, plus rien. Il s'est retrouvé avec une chaise et un bureau, c'est tout. Alors moi, je pouvais travailler avec le papier-crayon, donc j'ai continué à me battre papier-crayon, parce que j'étais théoricien aussi. Bounias, lui, il en est mort, on peut dire. Mais vraiment, on lui a tout enlevé. Tous ses moyens, tout son personnel. On sent bien une révolte dans ce que vous dites, malgré tout, vous continuez un petit peu à étudier. Mais ça s'appelle la chasse aux sorcières, c'est tout. Ouais. Et c'est dans le domaine partout. Par exemple, Letty aussi a une désapprobation de sa part de sa hiérarchie. Je rappelle que Général Letty, donc c'est celui qui a fait le rapport Cometa, qui en est président. Patrice Desmazeries. Non, simplement préciser que le CNES, quand même, avec le GIPAN, relève et à travers avec l'aide de la gendarmerie aussi, essaye pour l'instant de relever tous les cas d'observation et le font de manière assez sérieuse. Mais ça sert à rien. Par exemple, Patnais vient de donner une interview. Patnais, c'est le président actuel du. Non, on va remettre. Alors, je rappelle juste évidemment que le CNES, donc c'est le Centre national des études spatiales, à l'intérieur duquel il y a une cellule qui s'appelle le GIPAN, le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux.
pas non identifiés. Et donc voilà. Donc en gros, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est quand même pas mal. Ils recueillent en gros tous les témoignages. Mais non. Patnais, actuellement, il est à la retraite depuis le mois de décembre. Il a un successeur qui n'a pas encore pris ses fonctions. Ils ont mis 60% des rapports de gendarmerie en ligne. Il n'y a rien dans ces rapports, strictement rien d'utilisable. Rien. L'OVNI venait de la gauche, il est allé à droite, Madame Machin a dit ceci et cela, et voilà. Et nous avons fait des cas. Il n'y a rien. Mais j'ai envie de dire d'un côté. C'est 30 ans de recueil de rien. Mais est-ce qu'on ne peut pas étudier justement ces. Pour l'instant, effectivement, vous dites qu'il n'y a rien. Il y a quand même ces témoignages. Alors, je ne sais pas, d'un point de vue psychiatrique ou je ne sais pas, on étudie les témoignages avant autre chose. Est-ce qu'on peut utiliser les témoignages scientifiquement? Est-ce que c'est une donnée qu'on a qui peut faire part d'une analyse scientifique? Alors, Gilles Pinon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous? Oui, mais enfin, le GEPAN fait de la collecte de données. Il n'a pas pour mission de définir des actions de recherche scientifique ou de renseignement. Il est certain que si on veut des actions de recherche scientifique, comme celles qu'a déjà entreprises à titre privé Monsieur Petit, il faut que la communauté scientifique soit missionnée par le pouvoir politique. La communauté scientifique d'elle-même, de sa propre autorité, ne se mettra pas au travail. Ça a un coût. La recherche scientifique. Et ce coût ne peut être supporté que par l'État. Simplement pour dire que c'est très compliqué aussi quand on a... parce que principalement, c'est quand même des témoignages humains. Donc c'est très difficile aussi d'étudier des témoignages humains de manière scientifique. Les cas d'atterrissage avérés où il y a des traces sont extrêmement rares et sont remis à caution pour beaucoup. Donc pour l'instant c'est très compliqué de pouvoir avoir une démarche scientifique sérieuse sur les témoignages humains, je veux dire. Sur les témoignages humains. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Il est possible d'avoir une attitude scientifique sur des traces, sur des objets lumineux. Oui, mais sur des témoignages. Il parle des témoignages humains, c'est plus compliqué. Bon, le témoignage. On va écouter justement un témoignage humain et pas des moindres, celui de Daniel Michaud qui est avec nous. Alors, Daniel Michaud, alors là c'est pareil, un souvenir, je pense que vous allez me le décrire dans les moindres détails. Que s'est-il passé, qu'avez-vous vu? Alors c'était en 1973, j'étais jeune pilote dans la LAT. La LAT étant l'aviation légère de l'armée de terre. J'étais basé à Rennes-Saint-Jacques et avec un ami qui s'appelait Jean-Luc Bidot, nous allions à Caen-Carpiquet, à l'école d'Épifat, école des personnels féminins. Elle était à Caen, elle n'était pas à Dieppe. C'était une mission. École des personnels féminins, mission agréable. Oui, très agréable parce que, imaginez-vous, vous avez 22 ans, vous allez vous poser un hélicoptère au milieu de l'école d'Épifat. Il se passe rien évidemment, mais le relationnel est quand même très sympathique. Donc avec Jean-Luc ce jour-là, on était très heureux et à un quart d'heure de l'arrivée, il faisait très beau, on était en condition de vol-cavoc, à 1000 pieds, ce qui n'est pas très haut, 330 mètres. Alors que nous discutions de sujets comme peuvent les aborder des jeunes, Jean-Luc était à ma gauche, m'a dit « Daniel, regarde, oh merde !» Et j'ai tourné la tête. Pardon pour le mot merde, mais ça s'est passé comme ça. J'ai tourné la tête et j'ai vu passer la fin de quelque chose de très gros qui, à l'instant T, m'a paru gros comme un paquebot. C'est l'image première que j'ai eue, qui avait la forme de cigare. Très vite, on a été en station arrière. Vous voyez, le truc nous passe à côté, la station arrière, et on voit la section qui termine par un point. Alors, surpris, je préciserai après les perturbations, tout ça, vous allez voir, il n'y a rien eu. Et alors, très surpris, je dis à Jean-Luc, mais t'as vu comme moi? Il me dit, putain, qu'est-ce que c'était ce truc? Donc, pendant les minutes qui ont suivi, on était quand même pas dans une position de grand confort psychologique, je suis très honnête avec vous. On avait les yeux qui tournaient un peu partout, on se disait, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, on ne passait plus à l'école des PFAT à ce moment-là. Oui, c'est vrai. J'ai appelé par radio, on avait une radio VHF à bord, c'était pas bien équipé, les Alouettes n'avaient qu'une radio VHF et HF, et je vous dirai l'intérêt de la HF tout à l'heure. J'appelle donc le contrôleur et qui me dit, oui, on a vu ça par céoscope. Voilà cette histoire. Alors, ce qu'il y a donc en gros, une trace radar du phénomène. Une trace radar qui a traversé le scope à un temps très court et qui... Donc ça, c'est rarissime quand même, quand un témoignage est corroboré par une trace radar. Absolument, absolument. Et alors, si vous voulez, ce qu'il y a d'assez étonnant dans tout cela, c'est que la taille de l'objet étant gigantesque, on aurait dû, avec notre petite Alouette 2, qui est un petit hélicoptère magnifique d'Eurocopter, mais qui date maintenant, on aurait dû être carrément, on aurait dû se cracher. Et alors, je vais aller beaucoup plus loin plus tard, où là, c'est pas une aventure ovni du tout, mais c'est pour expliquer ce qu'on aurait dû ressentir au cours de cette rencontre. Beaucoup plus tard, j'étais chef de cours et vol aux instruments à Dax, en condition indiamaique, ce qu'on appelait le VOI, et avec un monsieur Offler, on est passé par erreur, enfin pas nous, un Mirage de Mont-de-Marsan est sorti de la P35 que connaît très bien monsieur Crine et est venu mort dans la R40, c'est-à-dire la zone réservée à Dax. On est donc passé avec une Gazelle 341 dans le souffle d'un simple Mirage. Alors attendez, un hélicoptère, vous étiez dans un hélicoptère et vous passez à côté d'un Mirage. On passe dans le souffle. Et là, de 2800 mètres on était, on s'est récupéré avec Offler à 700 mètres. Après avoir fait des roulés-boulés vers l'avant. En gros, vous avez été éjecté, enfin il y a eu une secousse violente. Non, on a été pris dans le sillage extrêmement perturbant de cet avion. Bon, je reviens à 1973. Si je compare les deux situations, compte tenu de la taille de l'objet en 73, on aurait dû être tout simplement
détruit. Vous ne serez pas là pour me parler de et voilà. Et là, il n'y a rien eu, même pas de craquement radio. Alors, je vous parlais de la HF. Ce système-là avait une particularité, il crachotait tout le temps. Il était extrêmement sensible à toutes les perturbations. Et quand cet OVNI, on va l'appeler comme ça, nous a doublé, rien. Rien. Ni perturbation radio, ni perturbation d'ordre aérologique. Rien. Ni sifflement, ni perturbation d'aucune sorte, rien. Sauf de nous avoir un peu noué l'estomac. Alors cet objet qui était immense, à l'instant, quand c'est arrivé, l'image qui m'est venue, c'est un paquebot, parce qu'un truc comme ça, c'est très gros, très gros, était d'une couleur gris minium. C'est toujours ce que j'ai dit, c'est-à-dire cette peinture qui sert à traiter le métal. Alors voilà. si vous voulez, on va voir, puisqu'il y a une équipe formidable qui a fait une simulation 3D, un grand merci d'ailleurs à Qui dit oui. On a essayé, ils ont essayé brillamment de reproduire, alors c'est pas évident, ce que vous avez vu. Oui, alors vous allez le commenter, on va voir ces images, on les découvre. Alors donc voilà, vous survolez, on voit cet hélicoptère, c'est vous. C'est nous. Et tout d'un coup, voilà, c'est exactement ça. Donc on va le revoir sous différents plans, mais ça paraît hallucinant. Vous êtes, voilà, c'est ça. C'est effectivement, quand vous dites un paquebot, ça semble. C'est à peu près la durée d'observation, en gros une seconde à peu près. On voit la différence, donc vous êtes le point rouge et c'est l'OVNI en fait. Alors l'ombre par contre, ça je ne sais pas, j'ai jamais parlé de ça, je pense que c'est le monsieur qui l'a mise. Je me suis souvent posé la question de me dire mais comment ça se fait que plein de personnes ne l'aient pas vu au sol ? Parce qu'un engin pareil. Et puis plus tard, le hasard de mon métier a voulu qu'un jour, en tant qu'officier, posé avec un hélicoptère derrière des artilleurs, j'étais derrière un canon 155. Et le hasard voulait que j'étais derrière le monsieur qui tire la corde là. Et quand vous êtes derrière un canon, je vous assure, c'est vrai, vous voyez partir l'obus. Vous êtes derrière, vous voyez un petit point noir qui part. Par contre, quand vous êtes latéral à un obus, enfin à un canon, vous ne voyez pas. Et donc je me suis dit peut-être que c'est parce que ça allait si vite que la rétine ne percevait pas. Alors j'ai gardé ça pour moi très longtemps. Avec Jean-Luc, on en a parlé beaucoup. Quand on est revenu à l'escadrille, on en a parlé, mais c'était le moment où j'allais passer. Parler officiellement ou comme Jacques Rine, vous êtes tué un moment ? On m'a gentiment conseillé de peut-être ne pas forcément parler trop de ça parce que c'était pas une façon d'appuyer ou de crédibiliser mon dossier. Alors on a gardé ça pour nous, on en a parlé souvent. De ce jour-là, si vous voulez, j'ai été passionné par le problème OVNI. Il y a de quoi. Je ne suis pas dans la position de quelqu'un qui croit parce qu'on lui a dit. Ça c'est bien pour un chrétien, par exemple, qui n'a pas vu la Passion du Christ. Moi je suis dans la position de quelqu'un qui croit parce qu'il a vu. C'est très difficile à ce partir de là de l'ignorer. Alors ensuite, mais vous croyez, quand vous dites vous croyez, là aujourd'hui effectivement vous avez vu bien sûr. Vous croyez à quoi, j'ai envie de vous dire ? Eh bien je crois à ce que j'ai vu. Voilà, je ne peux pas donner d'explication. À mon modeste niveau, je pense que le développement technologique de la race humaine ne permet pas de faire quelque chose comme ça. Ou si c'était aussi gros, ça irait pas aussi vite. Et si ça allait aussi vite, il y aurait des perturbations aérologiques extraordinaires. Il n'y avait rien de tout ça. Bon. Donc vous confirmez que vous étiez dans votre hélicoptère, quand je vois cette image, ça me fait vraiment halluciner, il n'y a pas d'autre mot. Et votre hélicoptère ne bouge pas d'un poil, il suit sa trajectoire. Pas d'un poil. C'est quelque chose d'incroyable, pas d'un poil, aucune perturbation. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple tout à l'heure vécu beaucoup plus tard. Alors j'imagine que ça allait à la vitesse subsonique, n'en parlons pas, c'est-à-dire au-dessus de la vitesse du son. Normalement, il y a une espèce de bang. Très vite. Ça, aujourd'hui, Jean-Pierre Petit, scientifique, ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien, ce qu'on vient de décrire, ce que Daniel Michaud vient de décrire, aujourd'hui, avec les connaissances actuelles d'un point de vue scientifique, ce phénomène est irréalisable sur Terre aujourd'hui ? Mais écoutez, ça c'était le point de départ de mes recherches. C'est-à-dire que vous disiez par exemple, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un témoignage ? Ben, il y a des gens qui ont dit, j'ai vu passer ça derrière le clocher devant la montagne et ça a duré 1 seconde et demie. Bon bah ça devait aller à 4000 km/h. Il n'y a pas eu de bang. Donc question pour un scientifique, est-il possible de voler à une vitesse pareille sans faire de bang ? C'est la question que je me suis posée. J'ai travaillé 30 ans dessus, j'ai dirigé une thèse de doctorat, j'ai publié des tas de travaux là-dessus. Bon, c'est sûr qu'il y aurait des expériences à faire. Mais moi, ma conviction est faite, mais les publications scientifiques sont faites. Technologiquement, on saurait faire ça. Alors, mais essayez de me répondre à ma question. Ça, aujourd'hui, donc après vos recherches, votre 30 années de recherche, est-ce que ce phénomène, aujourd'hui, en France, aux États-Unis, en Russie, je ne sais pas où, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Mais disons, par rapport à ce que racontait Michaud, arriver à faire passer un truc de la taille d'un dirigeable à 9 km/h, je suis pas sûr. Mais par contre, il y a des témoignages où des gens voient passer des choses à vitesse supersonique et ils n'entendent rien. Ça, c'est faisable. D'accord. Mais ce témoignage de Daniel Michaud, justement, ça paraît encore a priori. Écoutez, on ne peut pas tout expliquer d'un coup. Non, parce que là, bon, on en revient, c'est qu'effectivement le son, oui, mais l'onde de choc, non. Et si
normalement, un objet avec un volume pareil en supersonique, ça vous balance une onde de choc, c'est pire qu'une déferlante en bateau dans la mer. Ça effondre des toits. Oui, exactement. Vous savez, vous avez une différence de pression atmosphérique, les cardiaques meurent, les maisons s'écroulent et les cheminées aussi. Et lui, il aurait fait une série de voltiges extraordinaires, il aurait été pulvérisé. Quoi, je veux dire. Déjà, quand vous passez dans le dessous d'un Reiter, c'est redoutable. Mais il y a des gens qui sont passés dans l'onde de choc en basse altitude, d'un avion de chasse en supersonique en basse altitude, je peux vous dire, ça vous en souvenez longtemps. Donc en gros, voilà, ce que vous avez vécu ne peut pas être ce que vous décrivez, vous, en tout cas, Jacques Rines, c'est-à-dire une chose subsonique qu'on connaîtrait aujourd'hui. Surtout que la valeur de l'onde de choc, c'est la valeur du volume. Alors, je veux dire que là, ça aurait dû perturber tout le département, là. Absolument. Alors, on va parler, bien sûr, aussi des États-Unis. Alors, on entend beaucoup de choses sur les États-Unis. Sont-ils en avance largement sur nous, sur le phénomène? Jean-Pierre Petit, vous avez écrit OVNI et armes secrètes américaines, l'extraordinaire témoignage d'un scientifique aux éditions Albin Michel. Là, quand on lit ça... En 2003, donc il y a maintenant 6 ans. Quand on lit ce livre, il y a des révélations absolument extraordinaires. Alors, on va en parler dans quelques instants, si vous voulez bien. Avant ça, Patrice Desmazelli, je me tourne vers vous. Pareil, vous avez enquêté pendant 1 an quasiment sur le sujet. Vous êtes allé... 1 an sur les États-Unis, mais... Sur le sujet OVNI, je parle bien sûr. Vous êtes allé aux États-Unis. On va voir quelques images et vous allez nous dire si les portes étaient si faciles à ouvrir. On regarde justement un extrait de votre documentaire OVNI, Quand l'armée enquête, pour savoir si les États-Unis étaient de tout le temps, aussi fermés à parler de ce sujet. Regardez. 1952 à Washington. Les écrans radars signalent soudain la présence d'objets volants non identifiés. Les objets se déplacent à environ 200 km/h, puis ils accélèrent brusquement jusqu'à 12 000 km/h. Ils effectuent des arrêts soudains et des virages à 90 degrés. Ils sont poursuivis par les avions de l'US Air Force. Mais à chaque fois que les avions s'approchent des ovnis, ils disparaissent des écrans radars, puis ils réapparaissent. La Maison Blanche est submergée d'appels téléphoniques de témoins. L'événement fait la une de la presse. Un général d'état-major de l'armée de l'air donne alors une conférence de presse. Je suis ici pour parler des soi-disant soucoupes volantes. L'intérêt manifesté par l'US Air Force pour ce problème résulte de l'obligation d'identifier et d'analyser de notre mieux tout objet se trouvant dans l'espace aérien américain et pouvant constituer une menace pour les États-Unis. La presse titre sur les soucoupes volantes, mais la version officielle évoque une inversion de température tout à fait naturelle. Une couche d'air chaud dans le ciel aurait renvoyé des écho-radars qui venaient en réalité du sol. Une version qui n'explique pas les manœuvres de ces objets. Cette conférence de presse fut la première et la dernière d'un général sur le sujet. Dans les années 50 et 60, l'armée de l'air poursuit son programme de recherche sur les ovnis, mais elle ne communique plus. Elle enquête sur toutes les observations signalées. 13 000 rapports qui dorment aujourd'hui aux archives nationales de Washington. Nous avons pu les consulter. La plupart des phénomènes ont une explication, comme ces photos. Là, c'est en réalité un avion au-dessus du Capitole. Ici, une réflexion de la lumière sur l'objectif de l'appareil photo. Synthèse mois par mois des phénomènes non identifiés en 1951. Au mois d'août, 15 observations sont faites par des pilotes civils ou militaires. En face, le résultat de l'enquête. Pas de conclusion, pas d'explication non plus au phénomène, dossier classé. Au total, près de 700 cas sont restés inexpliqués. Il y a aussi des dessins faits d'après les observations de militaires américains. Ici, le 24 juillet 1948, un pilote et son copilote ont vu cet engin passer à proximité de leur avion. Un engin de 15 mètres de long, les passagers ont confirmé leur témoignage. Mais en 1969, les États-Unis ont annoncé qu'ils arrêtaient d'enquêter sur les ovnis. Officiellement, selon l'armée de l'air, l'étude des phénomènes aériens non identifiés n'a jamais rien apporté de concluant.
Voilà donc pour cet extrait de votre documentaire, Patrice Desmazeries. Alors voilà, on entend la dernière phrase, ça n'a jamais rien apporté de concluant. Est-ce que c'est vraiment le cas? Il n'y a rien qui a été fait depuis? Non, disons que les différentes agences américaines continuent de relever les témoignages. Il y a eu des rapports de la CIA qui ont pu être déclassifiés, on s'est aperçu effectivement qu'ils continuent de recueillir des témoignages quand ça concerne une partie de la population qui est importante. Mais moi, je n'ai pas découvert, en tout cas avec le travail que j'ai fait, un bureau d'études spéciales consacré aux ovnis ou aux phénomènes aériens non identifiés. Il n'y a même pas de l'équivalent du GIPAN aux États-Unis, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Officiellement, depuis la publication du rapport Condon, qui était le rapport d'une université américaine justement qui concluait au non-intérêt de ces études, ils ont officiellement tout arrêté. Ce qui est vrai, c'est que on a aujourd'hui quand même des phénomènes aux États-Unis qui sont assez nombreux. Avec des témoignages quelquefois particulièrement troublants. Et c'est quand même bizarre de voir que dans ce cas-là, le gouvernement américain, enfin les autorités américaines ne communiquent absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une enquête qui devrait être menée, notamment sur les lumières de Phoenix ou des phénomènes qui sont particulièrement troublants. On parlera des lumières de Phoenix en fin d'émission. Mais justement, vous avez essayé pour prendre contact avec les institutions américaines et à chaque fois, c'est quoi? C'est refus? On ne communique plus, c'est tout ça simplement... n'existe plus, tout a brûlé. Oui, ça n'a aucun intérêt, on ne communique plus dessus et voilà, c'est no comment. Ouais. Alors, Jean-Pierre Petit, justement, je me tourne vers vous maintenant avec ce livre OVNI et armes secrètes américaines. Vous, récemment, on n'est pas dans les années 50, on est beaucoup plus tard dans le temps. Vous avez rencontré des personnes lors de conférences ou lors de congrès à droite à gauche. Vous avez rencontré des personnes qui connaissent ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que pour vous, justement, la recherche aux États-Unis est toujours active sur ce sujet? Ben, c'est exactement ce que j'ai entendu, moi, à Brighton, en décembre 2000. Et j'ai rencontré des gens qui étaient impliqués dans des procès de ce genre. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que c'était des gens compétents, quoi, c'est tout. Par exemple, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des torpilles hyper véloces qui allaient à des vitesses phénoménales. À cette époque-là, personne ne le savait. Maintenant, on commence à savoir qu'il y a des torpilles qui vont à 500 km/h. Mais à l'époque, quand j'ai entendu ça, moi, j'ai ouvert aussi un petit peu des yeux ronds. Puis maintenant, c'est pas 500 km/h, c'est 2000. Il y a des torpilles MHD. Et quand j'ai discuté avec ce gars-là, dont je ne vais pas donner le nom parce que je préfère que ce soit confidentiel, je lui ai dit, mais comment est-ce que vous savez tout ça? Il me dit, c'est moi qui ai développé la torpille MHD américaine. Voilà. Alors, le rapport entre la torpille MHD américaine, dont vous parlez, et le rapport avec les ovnis dont on parle, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ces phénomènes sont étudiés concrètement aux États-Unis, ce même ovni? Quand j'ai parlé à ces gens-là, ils m'ont dit, mais bien sûr, nous, on est au courant depuis 1947, il n'y a pas de problème. Pour eux, c'est une chose naturelle. Je vous assure, c'était mâchoire décrochée. Pour eux, c'est qui pour eux? C'est-à-dire, c'est une élite gouvernementale, c'est les services secrets, c'est pas le... Enfin, qui est au courant? Puisqu'officiellement, on n'a jamais entendu dire, on parlait de Roswell en début d'émission dans le petit sujet, oui, nous avons eu contact avec un cas d'ovni avéré, c'est carrément pas le discours qui tienne, au contraire. Je veux dire, il y a des strates comme ça, il y a des étages où on ne pénètre pas, c'est tout. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des gens qui ont les credentials, ils ont l'accréditation, c'est tout. Ils sont dans le coup. Mais par exemple, les gens que vous avez rencontrés, eux, ils ont ordre de ne rien dire ou ils ne sont pas au courant. Mais il y a des études très intenses aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Mais ces recherches dont vous parlez, elles ont été concrètement, je veux dire, apportées par des études sur les ovnis? Bien sûr. Totalement. Mais bien sûr. Et des ovnis, donc je pousse encore le bouchon un peu plus loin, pour vous, forcément d'une intelligence non terrestre? Bah, ça me paraît difficile qu'il y ait une autre hypothèse, vous savez, franchement. Étant donné les témoignages, les histoires des années 50, on ne peut pas faire marcher des trucs comme ce que racontait Michaud en 75. On fait pas circuler un dirigeable à 9000 km/h avec la technologie de 1975, c'est pas possible. Ou alors j'ai loupé un épisode. Hein. Oui, même encore maintenant. Alors, Gilles Pinon, vous avez entendu un petit peu ce qui se passe autour de cette table. Donc voilà, on a des cas concrets. On a a priori les États-Unis qui ont plus qu'une longueur d'avance sur nous. Dixit Jean-Pierre Petit. On a pas mal de cas concrets, en tout cas souvent avérés. Le gouvernement français, vous, c'est un petit peu votre cible, en gros, dire il va falloir se bouger. Et pourquoi? Donc par rapport aux États-Unis, vous savez qu'ils sont plus en avance que nous, les autres pays, la France en est vraiment en retard, il est temps qu'on se lève un petit peu les manches? Il y a quelques éléments qui laissent à penser effectivement qu'ils ont pris beaucoup d'avance sur nous.
En tout cas, moi je suis certain d'une chose, c'est qu'aux États-Unis, on ne fait pas d'impasse. Et il est impensable que les états-majors et que le Pentagone n'ait pas été mis au travail sur des événements aussi extraordinaires que ceux qui nous ont été décrits tout à l'heure. Et il faut savoir que les états-majors ont des méthodes de travail. Or là, nous sommes en présence d'un phénomène, vous l'évoquiez à l'instant, qui est vraisemblablement intelligent, qui ne répond pas aux lois ordinaires de la nature, qui est discret, furtif, brouillé. Or, les états-majors disposent d'une méthode pour étudier ce genre de phénomène. C'est la méthode des états-majors qui a été mise au point aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que à la même époque que la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est ce qui permet de faire une analyse d'une situation lorsqu'il n'y a que des données, disons, naturelles, modélisables, mais lorsqu'il y a une intelligence dont les motifs sont incertains. Lorsque on est en présence d'une menace qui n'est pas avérée mais qui est incertaine, eh bien il faut utiliser les bonnes méthodes qui sont les méthodes d'état-major employées par tous les grands états-majors, mises au point par les Américains encore une fois. Il est impensable que cette méthode n'ait pas été appliquée aux OVNI. Nous demandons à ce que le gouvernement français veuille bien mettre nos états-majors au travail, et je vous assure que s'ils sont mis au travail en appliquant la bonne méthode, ils arriveront aux conclusions auxquelles quelques-uns d'entre nous sommes déjà parvenus. Alors, vous dites clairement dans cette lettre, vous évoquez largement aussi l'hypothèse extraterrestre, soyons clairs. Nous installons dans l'hypothèse d'une intrusion extraterrestre. Voilà, des êtres intelligents, au niveau de connaissances inégaux et au développement psychique et biologique éloigné, seraient capables de se comprendre. C'est ce que dit dans la lettre. Donc, en gros, quand vous envoyez cette lettre au gouvernement il y a un an, aujourd'hui, réponse ou bilan, il y a eu des... Alors nous avons reçu des réponses fort aimables mais très évasives et de la part du cabinet du président de la République qui nous dit que la lettre a été transmise au ministre de la Recherche. Le Premier ministre nous a répondu que lui aussi transmettait la lettre au ministre de la Recherche et le ministre de la Recherche, enfin son cabinet, nous a répondu qu'il ne manquerait pas d'en tenir compte et de lancer les bonnes études. Nous demandons une étude exhaustive sur le phénomène, sur une intrusion, sur une intrusion extraterrestre. Nous demandons une étude de validation de l'hypothèse extraterrestre. En deuxième partie de l'émission, on parlera d'un point de vue stratégique, qui est aussi au cœur du jeu, justement. Oui, parce que il est certain que si effectivement l'étude valide l'hypothèse de l'intrusion extraterrestre, il faut bien voir que nous sommes en présence donc d'une civilisation qui nous observe, qui a une politique, qu'en application de cette politique, elle a une stratégie, et qu'il est donc urgent de réfléchir à la stratégie qu'il faut lui opposer. Or, nous sommes parvenus à la conclusion que le phénomène n'était vraisemblablement pas hostile, mais qu'il était peut-être éminemment dangereux pour des raisons de choc culturel. C'est un sujet extrêmement intéressant de savoir qu'est-ce qui se passerait si il y avait un éventuel contact. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va revenir aussi avec vous après Jean-Pierre Petit. Concrètement, scientifiquement, il y a des choses à faire. On va découvrir ça dans une deuxième partie d'émission. Mais avant ça, je voulais quand même vous présenter un sujet qui n'est pas si éloigné des ovnis. C'est un sujet aussi qui est traité de la même manière, à savoir il y a des études scientifiques qui vont être validées, d'autres qui vont dire c'est une supercherie, il va y avoir des canulars autour de ça. On les appelle les crop circles. Regardez. Ils sont observés essentiellement dans le sud de l'Angleterre depuis les années 60 et plus récemment sur toute la surface du globe. À ce jour, leur nombre est évalué à plus de 5000. On les appelle les crop circles ou cercles de culture. Si on en croit les sceptiques, un nombre croissant de personnes passerait des nuits blanches à réaliser ces œuvres d'art. Pourtant, pour les dessins les plus compliqués, les scientifiques sont perplexes et ont de plus en plus de mal à attribuer ce phénomène à quelques faucheurs farceurs. La chercheuse Lucy Pringle a rassemblé une impressionnante base de données de ce phénomène mystérieux. En observant ces dessins de près, un certain nombre d'éléments restent inexpliqués. Les épis de blé ne sont pas coupés, mais pliés en forme de spirale comme écrasés par un tourbillon. Les tiges ont subi des malformations tout à fait troublantes. Et surtout, certains dessins récemment découverts présentent une structure mathématique extrêmement complexe,
Impossible à réaliser en une nuit dans l'obscurité. Le mystère de l'origine de certains crop circles est-il si éloigné de celui des ovnis? Voilà, le mystère de l'origine de ces crop circles. Alors évidemment, on pourrait faire une émission entièrement consacrée à ce sujet. On ne va pas en parler pendant des heures. Malgré tout, quelle est votre réaction à vous, messieurs, par rapport à ça, Jean-Pierre Petit? Moi, j'en ai donné une réaction. Je me rappelle, en 91, j'étais passé une émission de télévision sur la 5, et il y avait un spécialiste des effets spéciaux qui me disait, vous savez, des ovnis, je vous réalise ça quand vous voulez. Bon, peut-être qu'on peut faire des faux crop circles. C'est sûr, il y a des faux. Il y a même des... C'est sur Internet avec création de crop circles. Voilà, il y a des films là-dessus. Maintenant, j'ai dit à ce type-là, ne me dites pas qu'on peut faire marcher un objet matériel à vitesse supersonique sans faire de borne, parce que ça, c'est pas un effet spécial, c'est de la physique, c'est pas pareil. Ce qui est le cas aussi quand on voit des dessins très compliqués. C'est très facile de déstabiliser. Je veux dire que vous tournez certaines observations, certaines choses comme ça, vous pouvez les réaliser, vous tournez en canular en disant, vous voyez, moi je vous fais balancer un ballon, vous voyez, l'OVNI que vous avez vu, c'était le lampadaire. Je veux dire, c'est ça, c'est un peu le problème du phénomène OVNI, comme si c'est non identifié. On peut très bien reproduire tout ce qu'on veut qui ressemble. Donc c'est très déstabilisant, je veux dire. C'est l'être humain qui auto-ridiculise. Absolument. Et qui il y a un moment, ça devient un phénomène de croyance. Alors vous avez un côté, vous avez l'intelligence logique rare qui va vous déstabiliser ça avec d'autant plus, on met beaucoup plus d'énergie, si vous voulez, dans la destruction d'une chose que dans l'information de. Et ce va vous expliquer ça. Il va vous expliquer pourquoi. Parce que les gens ont peur. Ils veulent exorciser leur peur, c'est tout. Justement, merci beaucoup Jean-Pierre Petit, vous faites parfaitement la transition avec cette deuxième partie d'émission. Juste le temps de remercier, puisqu'il faut laisser malgré tout de la place sur ce plateau, Monsieur Daniel Michaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir apporté ce témoignage. Et d'ailleurs, vous le dites en rigolant, vous n'avez rien à vendre, vous êtes juste là pour apporter un témoignage, pour essayer de faire un peu avancer le schmilblick. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve après une courte pause. En Europe, des spécialistes se réunissent afin d'élaborer des protocoles pour étudier au mieux les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils nous expliqueront lesquels. Certains n'hésitent pas à tourner le sujet OVNI au ridicule. Nous reviendrons sur l'affaire des Lumières de Phoenix aux États-Unis et nous essaierons de comprendre pourquoi. Dans l'hypothèse d'un éventuel contact avec des extraterrestres, comment réagirions-nous? Des spécialistes de la question nous livreront leur analyse en fin d'émission. La grande soirée spéciale OVNI continue tout de suite après la pub. Bienvenue sur cette grande soirée spéciale OVNI pour ceux qui nous rejoignent. Et nous accueillons nos nouveaux invités. Christelle Seval, bonsoir. Vous êtes ingénieur et vous avez écrit alors un nombre incalculable de livres sur le sujet OVNI, le plan pour sauver la Terre, les extraterrestres et l'avenir de l'humanité, et plus récemment Contact et Impact, et encore même un roman là dernièrement tout nouveau venu, Backdoor, sur le sujet que j'ai dans les mains actuellement. Avec vous, on va voir l'aspect un peu psychologique, on en parlait en première partie d'émission dans quelques instants. Julien Geffray également. Bonsoir. Bonsoir. Un peu de jeunesse dans ce plateau, vous m'en voulez pas messieurs si je dis ça, mais il y a des gens jeunes qui s'intéressent également au sujet OVNI. Vous avez fondé l'association UFO-Science. Quelle est un peu cette association UFO-Science en deux mots? La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce phénomène mérite une approche scientifique? Et on est parti avec Jean-Pierre Petit d'un constat, en fait, c'est qu'il y a d'un côté des services officiels comme le GEPAN, CNES, qui ne font que collecter des données. On en a parlé. Et de l'autre côté, il y a quelques scientifiques. Qui ont des idées et qui n'ont pas eu de crédit alors qu'ils étaient en place dans l'establishment. Et on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui? Jean-Pierre Petit, lui, il avait essayé il y a 20 ans de lancer une association, mais il n'y avait pas Internet. Et la grosse nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il y a Internet. Et les gens peuvent être mis au courant en dehors des médias traditionnels. Et donc on a fait l'essai et on a fait un appel à dons et ça a marché. C'est-à-dire que vous avez collecté des fonds, mais pour faire une étude scientifique du sujet. C'est-à-dire que pour démarcher, pour étudier scientifiquement ce phénomène, parce qu'il y a des prises scientifiques sur ce phénomène. En fait. Alors lesquelles, on va les voir dans quelques instants. Je représente rapidement pour ceux qui nous rejoignent les invités qui étaient là depuis le début de cette émission. Donc on parlait de vous à l'instant, Jean-Pierre Petit, vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien et auteur de plusieurs livres, dont le dernier OVNI, Le Message. Jacques Rime, toujours avec nous.
Remarquable avec ses moustaches, colonel de réserve dans votre carrière, beaucoup d'activités, dont pilote de chasse, ancien leader de la patrouille de France, solo. Je précise, solo. Ah, vous aimez ce mot, solo. Commandant de bord et instructeur sur Airbus. Et puis également avec nous depuis le début de l'émission, Gilles Pinon. Contre-amiral de réserve dans la marine, spécialiste des ovnis. Et enfin, Patrice Desmazeries, journaliste réalisateur. Vous avez notamment réalisé le très bon film OVNI quand l'armée enquête, produit par TV Presse. Alors justement, on parlait de science, ça tombe bien. Julien Geffray, vous nous disiez qu'il y avait des choses à faire, des petites choses à faire. Vous nous avez même donné des documents. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses abordables scientifiquement qui peuvent être mises en œuvre pour aider simplement le corps scientifique à mettre en évidence ces ovnis? Tout à fait. D'abord, il y a quelque chose qui avait été démontré déjà dans les années 80, au tout début des années 80, c'est que quand il y a un phénomène anormal qui atterrit quelque part, il y a une modification biochimique profonde dans les végétaux. Et ça a été démontré scientifiquement par Michel Bounias en 1981. Et donc, où les végétaux avaient été prélevés et analysés en laboratoire. C'est-à-dire concrètement, c'est quand un objet volant non identifié se pose quelque part, il faut étudier les traces. Il faut étudier les traces au sol qui sont visibles et les traces invisibles qui sont dans les végétaux au niveau composition chimique des végétaux. Et Michel Bounias a démontré qu'il y avait une modification chimique profonde dans les végétaux et qu'en plus, c'était un phénomène radiatif qui disparaissait très vite avec la distance. Excusez-moi Julien, mais ça a l'air, j'allais dire, évident. Enfin, si vous dites qu'il faut faire ça, c'est qu'aujourd'hui... Non, c'est que ça a été fait une première fois, et il y a eu un deuxième cas quelques années plus tard, et cette fois, ça a été complètement raté. C'est-à-dire que les gendarmes qui sont chargés de ce type d'enquête sont arrivés sur le terrain et ont coupé les plantes au ciseau, les ont enfermées dans des sachets plastiques hermétiques. Et on mit ça dans le bac à légumes de la brigade. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, le temps que ça arrive au labo, les échantillons étaient pourris. Ah oui, bah oui, d'accord. Donc, il y a le deuxième cas qui aurait pu confirmer le premier en 81, et il n'a pas été concluant à cause de ça. Donc, il manque en fait des équipes dédiées, spécialisées, pour étudier ce phénomène in situ, faire les prélèvements adéquats et les analyses ensuite. Justement, vous nous avez confié une petite vidéo qui est une simulation, tout simplement, de ce qu'il faudrait faire. On la découvre et on en parle après. Regardez. Un objet volant non identifié aurait atterri, laissant une trace visible sur le sol. Suite à une enquête préalable corroborant le sérieux du témoignage, une équipe d'intervention spécialisée est dépêchée sur le terrain. L'équipe procède en premier lieu au balisage de la zone. Une balise par mètre est placée sur chacun des axes gradués. L'acidité du sol est mesurée, la terre est prélevée et les végétaux sont coupés puis enfermés dans des sachets hermétiques numérotés. Ils sont alors conservés dans de la glace carbonique à moins 80 degrés. À cette température très basse, leur métabolisme est totalement stoppé. Les échantillons ainsi conservés sont transportés jusqu'au laboratoire d'analyse qui déterminera l'origine du phénomène. Alors voilà, petite simulation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, tout simplement, pour faire fonctionner ce protocole, concrètement? Après, il y a le circuit de l'information. Ça arrive plus souvent qu'on croit, mais les gens ne parlent pas forcément. Il y a la peur du ridicule. Mais bon, qui contacter quand on voit ça? Normalement, il faut contacter la gendarmerie. Donc en gros, ce sera la gendarmerie qu'il faudra apprendre ça, je sais pas, Jean-Pierre Petit, ou ce serait les méthodes à apprendre à la gendarmerie. Oui, je pense qu'il y a quand même une chose, c'est qu'il y a un territoire assez vaste à couvrir. Qui peut faire ça? Je crois qu'effectivement, on ne peut pas confier ça à n'importe qui. Il faudrait former les gendarmes, mais sur ce genre de choses. Par exemple, pour qu'ils comprennent qu'il faut conserver ça à moins 80 degrés et pas dans un bac à légumes. Donc il faut leur expliquer. Mais personne ne le fait. Donc en gros, c'est un peu, on va dire, le but un peu du Faux Science aussi, c'est un peu sensibiliser sur tous ces sujets. On a quand même une police scientifique qui commence à être sacrément pointue, et je pense qu'une information, de ce qu'ils savent faire pour certaines choses, du protocole qui serait pour ce genre de choses, il n'y a pas grand-chose à faire qu'une bonne information, je veux dire. Surtout que ça ne doit pas coûter cher. Enfin, je sais pas, l'équipement en tout de ce qu'on a pu voir, ça doit pas. L'équipement, c'est quelque chose, ce qu'on a vu là, 300, 400 euros. Même les analyses, on les a reconstituées, c'est pas très cher, c'est pas ruineux. Et alors, il va vous
parler aussi de alors voilà. Alors, on va venir au deuxième sujet tout de suite. Ces fameuses, alors vous allez voir, je vais vous dire un mot, chers téléspectateurs, vous allez me regarder avec des yeux écarquillés. Je vous lis, je me lance. Des bonnettes à réseau de diffraction. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Regardez. Une lumière étrange est observée dans le ciel nocturne. Il existe un unique moyen de déterminer la nature d'une telle source. Il faut placer un réseau de diffraction qui est un filtre spécial devant l'objectif de l'appareil photo. Le filtre a imprimé sur la photo une bande colorée, véritable carte d'identité chimique. Son analyse déterminera si le phénomène est d'origine humaine, naturelle ou inconnue. On peut également filmer en adaptant le filtre sur un caméscope ou une caméra de surveillance. Un réseau de diffraction est utilisable avec tous les appareils photo, y compris les téléphones portables. Voilà, donc après cette explication, un réseau de diffraction permettrait à quelqu'un, lorsqu'il découvre, lorsqu'il voit un ovni, de prendre en photo et on pourrait en faire quelque chose de scientifique. On peut savoir on peut analyser chimiquement l'origine de la lumière. Je veux dire une chose, c'est que ça date de 1951. Hein, je pense qu'on va pouvoir le montrer à l'image. Il y a une photographie que Jean-Christophe Doré a trouvée dans une revue américaine en 1951. L'armée américaine avait mis au point un appareil qui prenait deux vues. Il y avait une vue avec un objectif normal et l'autre avec un réseau. 1951. Et la légende, c'est grâce à ce dispositif, l'armée espère pouvoir percer le mystère des ovnis. Puis après, ça a disparu. Mais parce qu'ils savaient, ils avaient plus besoin. On voit la photo d'ailleurs de cet appareil qui était disponible, vous dites dès 1951. Et pourquoi alors est-ce qu'on n'en a jamais entendu parler de ce gadget si a priori c'est parce qu'après il y a eu une prise de conscience tout à fait autre. On n'avait plus besoin de cet appareil, c'est tout. Sinon, c'est un gadget qui, c'est plus qu'un gadget. Hein. C'est tout simplement un procédé physique et qui est utilisé quand même par certains scientifiques. Je pense notamment en Norvège ou à d'autres endroits où on s'en sert actuellement pour étudier différents phénomènes physiques et essayer de comprendre ce que c'est. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'un truc comme ça, on peut le faire avec une bonnette autocollante. Tu n'en as pas une ici? Voilà. Bon, les Japonais mettent des petites bonnettes autocollantes pour trafiquer les images sur leur téléphone portable. Un réseau, c'est ça. C'est comme une diapositive. C'est comme une diapositive. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est en fait, aujourd'hui, les téléphones portables ont un objectif ridiculement petit, et on peut faire une bonnette autocollante qu'on attache sur son téléphone, et quand on voit un truc, clac, on la colle et on prend la photo. Voilà. D'accord. Et ça vaut moins d'un euro. Moins d'un euro. Ça coûte. Donc ça veut dire que si on arrosait tout le monde, c'est-à-dire voilà, on offrait ça, on accrochait à notre téléphone portable, on croit voir quelque chose, on met ça sur la bonnette, hop. C'est une question de statistique après, c'est vrai. Une petite question, c'est-à-dire que la qualité de la photo sur un téléphone portable serait suffisante quand même pour que le spectre donne des informations. Après, il y a la résolution de l'objectif. Aujourd'hui, les téléphones portables, on atteint couramment sur les nouveaux modèles 5-7 mégapixels, c'est suffisant. Même sur des 2 mégapixels, c'est suffisant. D'accord, donc en tout cas, pour résumer, ce petit gadget qui en est un pourrait être distribué à très très grande échelle et pas forcément à des gendarmes ou à des autorités, mais à tout le monde. Et ce qui permettrait d'avoir en fait beaucoup de traces de ces sujets et pouvoir en tirer des conclusions. Ben voilà, donc il reste qu'à le faire si ça coûte pas cher. J'ai envie de dire, ça paraît facile, mais personne n'y a pensé. 2000 exemplaires, 5000 €. On a un devis. On a un devis. Voilà. Donc là, on tient une idée sur le plateau peut-être là. Il va falloir s'il y a un fabricant qui nous regarde. S'il y a quelqu'un qui a envie de sponsoriser ça. Sinon on va être obligé de le faire. Alors, ce sujet malgré tout sur ces réseaux de diffraction, on va en parler avec vous, Patrice Desmazeries, puisque votre enquête vous a mené également en Norvège. À Esdalen, dans un village où il se passe beaucoup de choses, beaucoup en tout cas d'observations ont été faites. Et je pense que là, vous avez été clairement bluffé. Il n'y a pas d'autre mot, puisque votre caméra, votre équipe, c'est vous qui avez filmé même, je crois. Oui, tout à fait, c'est moi qui filmais, oui. D'accord. J'ai été bluffé, mais je tiens à préciser quand même que moi, je suis assez sceptique de nature. Donc, on va sur des phénomènes de type lumineux qui ne sont pas encore expliqués aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément de type intelligence extraterrestre. Donc, je tenais quand même à préciser que sur Esdalen, on n'a pas d'éléments de preuve concret. Mais sur pas grand-chose d'ailleurs. Enfin, excusez-moi de vous dire, il n'y a pas de preuves concrètes sur un élément qui prouve par A plus B officiellement que c'était extraterrestre. Non, ça serait. Voilà, je veux dire, ça serait, évidemment. On ne fera même pas d'émission comme ça, on parlera d'autre chose. Alors, on va voir justement un extrait de ce film documentaire que vous avez réalisé à Esdalen. Regardez. Esdalen, un petit village de quelques centaines d'habitants, perdu au milieu de la campagne norvégienne.
Ce village, cerné par les montagnes, intrigue les scientifiques de toute l'Europe. Depuis des années, les habitants sont témoins d'étranges apparitions. 4 décembre 1999, voici le lieu de jour, et le voici filmé à 17h20 de nuit. La lumière n'a pas disparu, c'est la caméra qui a cessé de tourner au bout de 12 secondes. Nous avons agrandi l'image. Cette lumière qui traverse le champ de la caméra fait partie des phénomènes d'Esdalen, comme les ont plusieurs fois photographiés les scientifiques. Nous décidons de passer la nuit dans la montagne. Nous retrouvons un groupe d'étudiants et de lycéens qui part en observation. Dans cette zone, il y a eu beaucoup d'observations au-dessus de ces montagnes. La plupart des photos des phénomènes ont été faites sur ces sommets. Le matériel est déployé, l'attente commence. Le froid s'installe avec la nuit, il fait moins 5 degrés. Et tout à coup, à 22h10, des cris. Nous avons ralenti l'image. Traversant le ciel comme un bolide, une lumière. Le temps de zoomer et de faire la mise au point, elle disparaît. L'observation a duré 8 secondes. Voici la même image agrandie. Le lendemain, séance de débriefing au PC. Une photo de ce que nous avons vu pendant la nuit a été prise. C'est la photo la plus fantastique que nous ayons jamais prise. Si vous pouvez voir, avec les différents mouvements, ça ne se déplace pas en ligne droite. Le temps de pause est de 30 secondes, ce qui donne cette traînée lumineuse, qui est en réalité le déplacement de la lumière. Mais ce qui intéresse le plus les scientifiques, c'est cet arc-en-ciel en bas de la photo. C'est le spectre lumineux. Cet arc-en-ciel contient les empreintes digitales et les éléments chimiques qui composent le phénomène d'Esdalen. On peut voir en analysant ce spectre si c'est un objet solide ou non, comme du plasma ou du gaz. Mon premier sentiment, je ne suis pas sûr, ça ressemble à quelque chose de solide. Oui, ça ressemble à quelque chose de solide comme du métal. Patrice Desmazeries, les yeux se tournent vers vous. C'est vous qui êtes à l'origine de ces images. Alors que s'est-il passé après ça, cette analyse? Qu'est-ce qu'elle a donné? J'imagine que là, plus que le journaliste, il y a l'homme qui reprend le dessus en disant j'étais témoin d'un phénomène, je veux en savoir oui, il y a deux choses. Il y a personnellement. déjà évidemment le choc du phénomène visuel et le trouble que ça peut susciter chez quelqu'un qui ne croit pas au phénomène ovni, enfin de manière directe. Et donc effectivement. Clairement, c'est-à-dire vous ne croyez pas aux extraterrestres au départ, pour être très précis sur les. Pour être très précis, je pense que ça relève pour l'instant, enfin tant qu'on ne m'aura pas démontré de manière claire que les extraterrestres existent. Enfin, je pense que les extraterrestres, qu'il y a une forme de vie quelque part dans l'univers. Mais après qu'ils viennent sur Terre, c'est une autre histoire. Quoi. Donc sur ça, donc un choc, on se met en question. Et puis après, bon, il y a une chose qui est coupée là dans le film, mais il y a eu aussi un écho-radar, donc quelque chose
beaucoup d'éléments qui scientifiquement permettent d'étudier ce phénomène plus à fond. Et là, les scientifiques norvégiens travaillent dessus. Une équipe de scientifiques italiens aussi qui travaille dessus. Et il y aura des publications de ces phénomènes? Alors justement, sur cette observation qui a été faite il y a 2 ans, normalement, il y a une publication qui est prévue, oui, dans une revue scientifique. Oui. C'est toujours assez long, Monsieur Petit le sait, puisqu'il doit y avoir vérification et un certain nombre de choses, mais il semblerait effectivement que c'est quelque chose de solide. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que justement aujourd'hui, le Centre national d'études spatiales français a décidé peut-être d'envoyer une équipe aussi pour collaborer avec les scientifiques norvégiens et italiens. Mais ce qui est très intéressant avec Esdalen, c'est qu'on a un véritable laboratoire grandeur nature où on peut venir, puisque ces phénomènes sont répétitifs. Il y a à peu près une 30aine d'observations chaque année. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire pourquoi dans certaines régions du monde, il y aurait comme là beaucoup plus de phénomènes d'apparition qu'ailleurs. Mais là, on ne sait absolument pas s'il s'agit de soucoupes volantes, d'autres choses ou d'ovnis. Ça peut être des phénomènes... Là, pour le coup, c'est un phénomène aérospatial non identifié. Ça, voilà, on c'est exactement ça. Bon, avec la possibilité, avec l'éco-radar et le fait qu'il y ait quand même quelque chose de peut-être solide. Mais pour beaucoup de scientifiques aujourd'hui, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on parle plutôt de phénomènes de plasma, donc de naissance un peu comme une petite étoile. Mais moi, je pense que dans l'ensemble des phénomènes ovnis, je pense que la physique nous apportera énormément de choses. Enfin, sans rentrer dans les détails, mais tout ce qui est physique quantique et tout ça ouvre des portes aujourd'hui qui sont immenses. Ça permet, on parle d'univers parallèles ou de choses comme ça. Mais quand justement vous avez un scientifique devant vous, je vous dis, qui a fait énormément de recherches, qui a priori a publié énormément, qui a travaillé beaucoup, qui lui dit clairement la probabilité la plus forte de ce qu'on peut expliquer aujourd'hui, c'est extraterrestre. Est-ce que pour vous, en tant que journaliste, c'est une chose qui vous suffit ou pas? Clairement, voilà. Bah non, sinon je changerais de métier. Non, pour moi, il faut un peu plus d'éléments, donc j'ai envie de questionner. C'est ce que j'ai fait en partie dans ce film. D'ailleurs, j'ai été questionné des personnes qui ont vu... Mais à la fin, quand on voit ce film, la sensation qu'on a, malgré tout, c'est... Vous ne donnez pas de réponse, mais on sent quand même... Moi, je voudrais qu'on arrête de traiter ça, de tourner ça au ridicule à chaque fois. Donc, qu'on essaye de prendre conscience qu'il y a effectivement des phénomènes aériens non expliqués dans le ciel, que ces phénomènes aériens, on sait que les 3/4 effectivement sont ou des rentrées dans l'atmosphère ou des phénomènes naturels, que derrière il reste toujours une petite part irréductible et qu'il faudrait peut-être s'y intéresser de manière... Jacques Rine, de Daniel Michaud, de ce qu'on a pu entendre... De manière assez sérieuse. Et d'autres cas aussi où il y a justement confirmation radar qui sont quand même des cas assez tangibles. Et là, c'est vrai que ça mérite étude approfondie si on le peut. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Esdalen, c'est que là, justement, comme il y a une régularité dans ces apparitions, on peut se donner les moyens aujourd'hui. Ils ont déjà un certain nombre de moyens. Ils ont sur place, ils ont plusieurs laboratoires. Mais je veux dire, on peut amplifier ces moyens pour essayer de cerner un peu mieux, de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le ciel là-bas. Gilles Pinon, vous vouliez intervenir, je vais à un moment vous non, je voulais simplement dire que rien ne prouve, il est à mon avis un peu hasardeux de dire que l'Aden et les ovnis qui ont survolé les silos des missiles Minutemen américains en 1967 relèvent de la même explication. Certes, dans les deux cas, il s'agit de phénomènes aérospatiaux non identifiés, mais je ne pense pas une seconde qu'il s'agit de la même origine. Vous parliez justement d'affinité, j'allais dire, du phénomène avec le nucléaire. On se rend compte qu'après, et ça j'ai lu, c'est pas moi qui l'invente, après les premières explosions atomiques, donc Nagasaki, Hiroshima bien sûr, on a vu des survols, on a constaté des survols ostensibles très nombreux au-dessus des sites nucléaires, civils ou militaires. C'est vous, Christelle Seval, je vous ai entendu dire ça clairement dans une interview que vous aviez donnée. Est-ce que c'est un constat évident? Je ne suis pas un spécialiste de la question. Jean-Jacques Velasco, qui était l'ancien ingénieur chargé du GEPAN, enfin du CEPRA, a écrit un livre justement sur le sujet parce qu'il a bien vu la corrélation qu'il y a entre... Le GEPAN, donc je rappelle, le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà. Et donc il avait bien vu la corrélation qui existe entre le phénomène OVNI et le nucléaire, dans toutes ses formes. Effectivement, on peut citer par exemple la base de Malmstrom aux États-Unis, où il y avait ces fameux missiles Minuteman, et c'est étalé sur presque des centaines de kilomètres. Et il y a eu là effectivement un OVNI qui a complètement paralysé plusieurs silos. Il y a eu des enquêtes après techniques
qui ont prouvé que l'arrêt total des missiles était totalement inexpliqué. Une question. Vous avez écrit un livre, Contact et Impact, qui prend l'hypothèse, pour le coup, d'avoir un contact direct avec un extraterrestre. On y va très clairement. Voilà, et vous imaginez toutes les hypothèses. Voilà. C'est l'hypothèse de départ. Qu'est-ce qui se passerait en cas de contact avec des extraterrestres intelligents? Alors j'imagine que Gilles Pinon, votre lettre qui s'adressait justement au président de la République, ce cas que décrit Christelle Seval, c'est une des positions importantes que vous voulez essayer de faire. Oui, dans la lettre, dans l'étude que nous demandons, il faudra bien s'interroger sur la raison pour laquelle il n'y a pas eu contact. Et Christelle Seval et moi-même avons les mêmes conclusions finalement, c'est que si le phénomène n'est apparemment pas hostile, il est éminemment dangereux. Il est éminemment dangereux parce que s'il y avait un contact brutal auquel nous ne serions pas préparés, nous pourrions perdre la confiance que nous avons dans notre capacité à maîtriser notre avenir. Et ce choc culturel pourrait être très dommageable. Et alors il était intéressant, et Christelle Seval l'a fait, d'étudier les conséquences que pourrait avoir un tel contact, et on s'aperçoit qu'un tel contact serait éminemment dommageable. Alors, comment ça se passerait en fait ce contact? Votre analyse vous a poussé à quelle conclusion? L'histoire nous a appris que les civilisations primitives, exposées à des civilisations technologiquement avancées, sont vouées à s'effondrer. À juste titre, dans le langage, on dit le choc des cultures, le choc des civilisations. Eh bien, lorsqu'il y a un choc, la plus faible est extrêmement vulnérable. J'ai encore en tête ces photos qui ont fait la une de la presse il y a 1 ou 2 ans, qui montraient des Indiens d'Amazonie en train de tirer avec leurs arcs et des flèches sur l'hélicoptère qui survolait le village de façon tout à fait fortuite, quoi. Manifestement, ces Indiens n'avaient jamais rencontré d'homme occidental et de technologie, et c'était la première réaction qu'ils avaient instinctivement, une réaction de peur et de défense. Et il ne faut pas se tromper, nous sommes... Exactement, nous sommes la tribu primitive et aujourd'hui nos arcs et nos flèches ce sont nos avions et nos missiles. Et d'ailleurs il y a beaucoup de témoignages de pilotes qui ont tiré sur des ovnis parce qu'on leur a donné l'ordre de tirer. Par exemple Jean Kissling qui a témoigné il n'y a pas longtemps, un pilote français. Donc dit alors avoir eu l'ordre clairement de tirer sur un ovni. Il était instructeur aux États-Unis sur une base américaine. Ça se passait en 1945. Et on lui a donné l'ordre d'aller chasser des ballons-sondes suspects. Et lorsqu'il s'est approché des ballons-sondes, il a vu ceux-ci se transformer en disques. Et il a quand même tiré avec ses 8 mitrailleuses. Et il est revenu. Bon, maintenant il témoigne. C'est dans une nouvelle association qui s'est créée, dans une association savante qui s'appelle la 3AF. La 3AF, exactement. Et bon, il y a des tas de témoignages de pilotes comme ça qui ont tiré. Donc, nous sommes une tribu primitive. Que concrètement, le bilan est très négatif. Et encore une fois, vous dites que c'est pas hostile. Alors, je me mets dans l'hypothèse où les extraterrestres existeraient, qu'ils seraient vraiment dans ces fameux ovnis. S'ils avaient voulu nous détruire, ce serait fait depuis longtemps. C'est pas du tout le cas. Et en gros, il y a même pas d'issue, puisque vous dites clairement qu'on serait anéanti. Donc c'est un petit peu dans cette hypothèse, c'est un petit peu compliqué. Mais je suis toujours stupéfié de voir que on oublie toujours l'approche sociologique lorsqu'on aborde le phénomène OVNI. Or, l'approche sociologique a, par exemple, une réponse quasi évidente à la question récurrente qui est au cœur du débat quand même, qui est si les extraterrestres sont là, pourquoi ne se manifestent-ils pas? Oui, moi je suis jaloux, j'en ai jamais vu. La réponse, c'est que notre civilisation ne le supporterait pas. Nous ne sommes pas capables d'absorber le choc culturellement. Jacques Rine. Ben oui, moi j'ai imaginé qu'on soit à la période des Gaulois, un Gaulois qui est dans son champ, à l'époque des Romains, et qui va passer un Blériot. Tiens, c'est le 100e anniversaire de Blériot. Imaginons, mettons-nous dans la tête d'un Gaulois avec sa pensée politiquement correcte de l'époque, son analyse politiquement correcte de l'époque, il voit passer ça dans son ciel. Moi, dans mon expérience à laquelle je reprends de temps en temps, je dis, bon, moi j'en reste
à l'objet volant non identifié, mais ça n'empêche pas de gamberger. On peut. Et là, après, ça devient un problème de foi, ça devient un problème de culture, c'est une réponse à une peur, c'est un espoir. Moi, je veux dire une chose, c'est que c'est quand même une déception pour moi qui suis dans la communauté scientifique de voir que les scientifiques qui ont les outils intellectuels pour s'approcher de ces choses-là sont les gens qui ont le plus peur. Moi, j'ai appelé ça la cosmotrouille. Quoi. Ils ont une trouille pas possible, les scientifiques. Alors, pour en revenir à ces fameux contacts éventuels, sommes-nous prêts à un éventuel contact ? La réponse, c'est quoi? Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a eu des rapports. Par exemple, je cite le rapport du Brookings Institution qui a été commandé par la NASA et qui dit qu'en cas de contact, il y aurait un risque de bouleversement culturel, politique, social, religieux, scientifique, philosophique, et il conclut par des risques de révolution. C'est la peur. Bon, voilà. C'est notre incapacité à affronter un inconnu aussi immense. Bien sûr, avec autre chose. Et sachant cela, posez-vous la question, que ferait un ethnologue extraterrestre en visite chez nous? Si cette forme d'intelligence, malgré tout, est présente dans des ovnis sur notre petite Terre, ce serait quoi, dans cette hypothèse, leur but? Observer. Mais la Terre en observation, comme nous le ferions si nous avions les moyens d'aller dans l'espace observer une planète qui porte la vie. On ferait en sorte de l'observer de façon à accroître nos connaissances, en veillant bien, en aucun cas à lui porter dommage, c'est-à-dire en évitant à tout prix le contact. Le contact, dans l'état actuel des choses sur Terre, comme le disait Seval tout à l'heure, n'est pas possible. Malgré tout, il y a eu des contacts, il y a eu des contacts, il y a eu des témoignages. Oui, mais le phénomène de sa stratégie, il est furtif, il est discret, il est brouillé, de façon à ce que tout contact comporte un côté absurde, incompréhensible, de telle sorte qu'il est rejeté par les médias et par l'opinion publique. Donc la mission se poursuit, la Terre est sous observation, et parce que si il n'y avait aucun contact, l'observation ne serait pas possible, mais le phénomène fait en sorte que le contact ne sera pas médiatisé. D'où la stratégie repose sur le brouillage. Jean-Pierre Petit, vous levez le doigt. Je voudrais vous donner mon opinion. Le phénomène OVNI, il s'intensifie quand même à partir des années 45-47, dans l'après-guerre, comme ça. Et comme l'avait remarqué Velasco, il a vraiment insisté là-dessus, c'est justement au moment où on entre dans l'ère nucléaire. Et moi, je vais vous donner ma conviction. À partir du moment où une civilisation planétaire commence à toucher à l'atome, elle commence à toucher à des énergies, et elle est partie dans une espèce de compte à rebours qui va se terminer par le voyage extraterrestre, par la capacité de changer de physique, de faire des découvertes absolument phénoménales, et on a des gens qui observent en disant tiens, ça y est, ils sont entrés dans le club, on va voir. Alors effectivement, il y a deux solutions. Soit on arrive à faire ce saut et on va rentrer dans le club des gens qui se connaissent, on a des voisins, on va les rencontrer, et puis peut-être qu'on arrivera à résister à ce choc culturel parce qu'on va découvrir des tas de choses, soit alors ça va nous exploser la figure, parce que cette technologie elle est extrêmement dangereuse, c'est tout. Elle sert à quoi aujourd'hui concrètement cette technologie qui est de plus en plus mise en œuvre? Pas tellement, on pense pas tellement au voyage interstellaire, que si, il y a quand même, on essaye d'aller sur Mars, on essaye d'aller découvrir. C'est surtout la guerre. Regardez par exemple le livre Revenir en secrète américaine. Moi, c'est ce que j'ai entendu à Brighton. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Des armes. C'est ce qu'ils avaient dans la tête, c'est tout. Et je vous dis, l'incidence qu'a eu le fait qu'ils aient pris le sujet OVNI au sérieux, c'est formidable. On va pouvoir faire des armes avec. Exactement, ils m'ont dit ça naïvement. Des torpilles hypervioleuses, tout ce qu'on veut. De l'attaque avec les Russes pendant 1 an et demi dans les années 72-74. Parce que oui, il y a eu des gens qui se sont plaints d'avoir eu des contacts, d'avoir été enlevés. Bon, alors ça, c'est aussi le témoignage. C'est encore un sujet alors qu'on mais pourrait faire une émission entière. Il y a eu un psychiatre américain qui s'est intéressé très fortement à ça. John Mack. Et si vous voulez, sans valider la valeur du récit, c'est que ces gens-là avaient subi un choc très très important au niveau émotionnel, au niveau physiologique, et les gens qui ont suivi des grands traumatismes ou des grands chocs, il y a un marqueur après. Les gens qui sont psy le retrouvent. Bon. Et ces gens-là avaient tous cette espèce de marqueur d'une immense émotion, d'une immense trouille, d'un traumatisme. D'un traumatisme, donc il était là. Donc sans valider le récit, que c'était des extraterrestres ou pas, c'est qu'eux, ils avaient vécu une expérience qui était quand même assez extraordinaire. Donc, quoi qu'ils aient vécu, ils en sortaient pas du tout indemnes. On peut comparer ça avec les expériences de mort imminente qui avaient fait l'objet d'une émission avant. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait que les gens qui ont vécu cette expérience en sortent complètement changés. Alors Jacqueline, vous parliez de désinformation. Eh bien justement, retour sur un événement qui s'est passé à Phoenix, aux États-Unis, en 1997, où un objet volant non identifié a été vu par des centaines de personnes. Voilà comment a été traitée l'information.
Que s'est-il passé le 13 mars 1997 dans le ciel de Phoenix aux États-Unis? De nombreux habitants de la région ont été témoins d'un phénomène toujours inexpliqué aujourd'hui et qui reste l'un des plus marquants de l'histoire du phénomène OVNI. Ce soir-là, vers 22 h, 10% des habitants de l'Arizona disent avoir vu la même chose. Une formation de lumière en V, large de plusieurs kilomètres, qui a traversé silencieusement l'Arizona. Certains n'ont pas hésité à prendre leur caméscope pour filmer la scène. Figure this one out. There's a double. There's a third one. Hey, Sue? All right, you tell me what it is. Oh, what do we got? Hey, Sue! Oh my God! Oh. The time is about 10 o'clock, Sue? Yes. 10 o'clock, March 13th, Thursday night. Le sujet prend une grande ampleur. La mairie reçoit un nombre incalculable d'appels et les médias relayent largement l'information. Pourtant, le gouvernement décide de tourner l'affaire en dérision lors d'une conférence de presse 3 mois plus tard. Maintenant, je demande à l'officier d'escorter l'accusé dans cette pièce afin que nous voyions tous le coupable. Ne le mettez pas trop près de moi. Que s'est-il réellement passé cette nuit du 13 mars 1997 au-dessus de la ville de Phoenix? Est-il plus facile de nier ou de tourner au ridicule ce que nous ne sommes pas capables d'expliquer? Alors voilà, politique énorme de désinformation, on tourne clairement l'affaire au ridicule. Patrice Desmazeries, je sais que vous êtes allé également à Phoenix, menez votre enquête. Réaction par rapport à ça? Non, ce qui est surprenant sur ce qu'on vient de voir, c'est le témoignage du gouverneur, justement, qui tourne un peu l'histoire au ridicule. Mais aujourd'hui, il est revenu complètement sur ses déclarations. Il a avoué que lui aussi avait vu quelque chose de particulièrement étrange du fond de son jardin, où il était posté à ce moment-là, et qu'il a fait cette déclaration principalement, justement, pour rassurer la population. Et donc, si un gouverneur aujourd'hui américain reconnaît lui-même que ces objets que lui les a vus, ce qui prouve bien qu'il s'est passé quelque chose d'étrange dans le ciel à Phoenix à ce moment-là. La position de l'armée américaine est très simple. Pour elle, ce sont des flares. Des flares, c'est des leurres lumineux que lâchent les avions, et ces leurres lumineux, c'est vrai, quand ils tombent de nuit, peuvent donner une impression, quelquefois, d'observer des... Il y avait une géométrie parfaite, là, parce que ça pourrait être aléatoire. Ce qui est un peu troublant par rapport à des flares, c'est que normalement, en général, comme il y a une lumière qui se dégage derrière, on voit comme si... On voit une traînée, on voit des petits parachutes qui maintiennent, et ça reste pas de manière complètement géométrique pendant plusieurs minutes, quoi. Donc on essaye de trouver une explication à ce qui, ce qui aurait été intéressant, c'est parce qu'il y a quand même plus de 700 témoignages là-bas de citoyens américains. Ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est qu'il y ait une enquête officielle menée, comme toujours, et ça n'a pas été le cas. Donc ce sont des témoignages avec des personnes à chaque fois qui ont vu quelque chose d'assez énorme. Certains parlent de choses qui ont la taille d'un terrain de football, donc c'est quelque chose d'assez fort. Parce que là, on voit une vidéo comme ça d'assez loin, mais des personnes qui ont une sensation physique de l'objet qui passait au-dessus d'eux quand ils le voyaient, quoi. Donc, sans voir le contour sans arriver à voir le contour total, quoi. Alors, Christelle Seval, on se rend compte aussi dans les témoignages qu'il y a des contacts répétés. Certaines personnes vont bizarrement voir plusieurs fois, vont être témoins plusieurs fois de phénomènes. Est-ce qu'on a une explication par rapport à ça? Effectivement, on a constaté dans les témoignages, à la fois les témoignages d'abduction, c'est-à-dire d'enlèvement, et à la fois les témoignages d'observation visuelle, on a souvent remarqué que les témoins, en fait, n'en étaient pas à leur première observation, et que c'était récurrent dans leur vie. Et on a beaucoup de mal, en fait, à dissocier, je dirais, les ovnis de phénomènes plus généraux qu'on pourrait classer dans le paranormal. Parce qu'en général, ces témoins-là, lorsqu'on les interroge,
ont une vie tout à fait passionnante et il leur est arrivé des tas de choses qu'on classerait, nous, aujourd'hui, dans le paranormal. Donc on a l'impression qu'en fait, les gens qui ont des observations rapprochées ou des visions particulièrement fortes ont des aptitudes psychosensorielles qui les amènent à voir beaucoup d'autres choses bizarres aussi dans leur vie. Donc il y aurait des individus un peu prédisposés à voir ou en tout cas à observer ces phénomènes. Si on écoute les témoignages, oui. Par exemple, les abductions, quand on fait des régressions sous hypnose pour essayer de refaire ressortir dans la mémoire des abductés ce qui s'est un petit peu passé, on se rend compte souvent qu'ils ont été abductés depuis leur enfance. Et que c'est récurrent chaque année, enfin, on arrive à des nombres incroyables d'enlèvements. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, le témoignage, lui, il est sincère et il est vrai. Écoutez, je pense que cette émission arrive à son terme. On va faire un petit tour de table où je vais donner le mot de la fin à chacun d'entre vous, en commençant par vous, Julien Geffray. Je pense qu'il y a des choses à faire aujourd'hui. On est au début du XXIe siècle. Ça fait plus de 60 ans maintenant que le phénomène est massif. Nous, on a décidé de reprendre des études de MHD un peu que Jean-Pierre Petit avait menées dans les années 70 pour un peu montrer aux gens avec des vidéos des choses qui sont peu connues, expliquer aux gens un peu, apporter de l'eau au moulin de cette thèse véhiculaire. Parce qu'on a aujourd'hui des possibles explications sur comment un tel engin peut se déplacer. Pendant longtemps, on a nié le phénomène parce qu'on disait que c'était impossible de se déplacer à ces vitesses-là. Donc encourageant, on poursuit les études et on essaie de voir plutôt dans côté scientifique. Monsieur Pinon, Gilles Pinon. Eh bien, oui, nous avons vu que le phénomène OVNI met en question la science, mais il met aussi en question, comme nous l'évoquions à l'instant, notre capacité à maîtriser notre avenir et c'est la raison pour laquelle on comprend bien que le phénomène se montre discret au point d'éviter le contact jusqu'à ce que nous soyons suffisamment préparés pour le supporter sans dommage. Tôt ou tard, il faudra bien établir ce contact, mais ce contact, nous devons nous y préparer et aujourd'hui, ça n'est certainement pas l'heure de le provoquer. Jacques Crine, qui côtoie les cieux régulièrement. Écoutez, ces théories, c'est vrai que je crois qu'il faut rester en état d'écoute attentif et bienveillant. Parce qu'on n'est peut-être pas arrivé au niveau de conscience, au niveau technologique, déjà pour expliquer ou pour comprendre, et puis pour peut-être effectivement avoir un contact. Ça, c'est un supplément d'âme qu'on doit attendre, peut-être. Christelle Seval. Bien, il y a le pionnier russe des fusées qui disait « La Terre est notre berceau, mais peut-on rester toute sa vie dans un berceau ?» Voilà. Belle image, belle image. Patrice Desmazeries, le journaliste. Oui, moi sans parler d'OVNI, parce que je pense qu'on va très vite, je pense qu'il serait quand même intéressant d'étudier déjà les phénomènes aériens non identifiés qui traversent le ciel un peu partout, et qu'on se donne les moyens, c'est vrai, d'avoir une structure qui puisse l'étudier de manière scientifique et sérieuse. Pour éviter aussi certains débords et certains dérapages, quelquefois. Voilà. Audacieux et des manipulations. Et enfin, Jean-Pierre Petit. Écoutez, moi, j'ai mis quelque chose dans ce livre, là, OVNI, le message, et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vient vraiment de sortir. Je peux vous dire, vous me l'avez donné aujourd'hui, j'ai même pas pu le lire, il est tout frais. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut extraire de ce message OVNI. Moi, je dirais que ce que ces études m'ont apporté, c'est surtout de réfléchir à ce qui se passait sur Terre. Sur Terre, on a un phénomène qui est le vivant. Et qu'est-ce que fait la vie? La vie, elle se complexifie, elle étend son champ relationnel. Ça, c'est la phénoménologie, c'est ce qu'on constate depuis que la vie est apparue sur Terre. Elle étend son champ relationnel. Alors, à ce moment-là, si la technologie n'existe pas, ça s'arrête à la Terre. Parce que c'est pas un goéland avec des ailes gigantesques qui va pouvoir aller dans les autres étoiles. Donc, la technologie serait un point de passage obligé pour arriver à quitter la Terre. Et dans la mesure où, moi c'est un peu mon idée, parce qu'on a toujours des croyances, la pensée c'est un système organisé de croyances, la vie c'est quelque chose qui est piloté un petit peu. Donc on a une espèce mammifère qui est l'homme, tout d'un coup se voit doté de l'intelligence, se voit doté de la technologie, et le but c'est le voyage interstellaire. Et autour de nous on a des gens qui se disent, quand est-ce qu'ils vont comprendre que ça sert à ça? Ils sont en train de s'en servir pour se taper dessus, alors que c'est pas fait pour. Et vous, scientifiques, ce voyage interstellaire, vous le prévoyez
Pour quand? On ne le verra pas, nos petits-enfants ne le verront pas. Mais bien sûr que si, moi je pense que c'est très proche. Je pense qu'on manipule les énergies, je pense qu'on est capable de changer notre vision de l'univers. Actuellement, vous prenez des choses comme la théorie de la supercorde et tout ça, notre physique, elle est en crise. Or, quand il y a une crise, c'est quelque chose qui va se passer. Regardez l'émergence de la relativité restreinte. Avant, la physique elle patinait. Tout d'un coup, il y a eu une explosion, il y a la mécanique quantique. On est exactement à la veille d'un truc comme ça. Et c'est la retombée de ces choses-là, ce sera le voyage interstellaire. C'est tout. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Pierre Petit. Vous avez donc publié ce livre, OVNI, le message, édité par vous-même, et puis le livre dont on a parlé au cours de l'émission, OVNI et armes secrètes américaines, l'extraordinaire témoignage d'un scientifique aux éditions Albin Michel. Jacqueline, merci beaucoup d'avoir été avec nous également. Et vous avez également une annonce à faire. Je sais que prochainement, fin mai, 30 et 31 mai, une grande manifestation. 30 pages d'histoire de l'aviation. À la Ferté-Alais. Ferté-Alais. Chez Jean Salis. Donc un rendez-vous à pas manquer. L'histoire de l'aviation jusqu'au Warbird. Ah ouais, depuis le Berriot, Ah, voilà, vous avez déjà des ovnis extraordinaires. Vous avez déjà un client. Christelle Seval, merci beaucoup. Vous êtes l'auteur de Contact et Impact, Extraterrestre Contact et Impact, voilà, je l'ai dans la main, et également plus récemment ce roman Backdoor, qui est sorti tout récemment. Mois d'avril. Voilà, mois d'avril. Merci beaucoup. Julien Geffray, merci beaucoup. On retrouve tous vos travaux sur un site, ufo-science.com, qui apparaît à l'écran. Gilles Pinon, merci beaucoup. Alors, vous reviendrez quand même nous raconter un petit peu les suites de cette lettre que vous avez envoyée au gouvernement. On prendra rendez-vous prochainement. Merci beaucoup. Et enfin, Patrice Desmazeries, merci d'avoir été avec nous durant cette émission. On a vu les extraits du film que je conseille, OVNI, Quand l'armée enquête, publié par TV Presse. Merci d'avoir été avec nous. Et diffusé par Canal+. Pardon ? Et qui avait été diffusé par Canal+, il y a un qui an. nous a permis de produire ce film quand même. Qui était, voilà, merci à eux. Et puis voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Moi-même, je terminerai par une citation, je pense, qui est de Aimé Michel, quelqu'un qui a travaillé sur le sujet. Tout envisager, mais ne rien croire. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous.